Le 14 octobre 2006, un homme en costume de loisir entre dans le commissariat de police de Brooklyn. Il tenait à la main un sac de sport. Il l'a posé sur le bureau de l'employé et a dit calmement « C'est le dernier ». À l'intérieur se trouvait une tête humaine scellée sous vide, dont le prix était de $0. Le sergent de service m'a dit plus tard que l'homme avait l'air d'être venu payer un ticket de parking. Pas de tremblement dans les mains, pas une goutte de sueur sur le front. Juste un homme fatigué qui venait enfin de terminer un long travail. Il s'appelait Arthur James Vance. La presse l'appellera plus tard le collectionneur, mais l'histoire sera alors enterrée sous les vindictes, les accords et le silence de ceux qui n'avaient aucun intérêt à la raconter. Cette affaire n'a pas fait les gros titres. Elle n'a pas fait l'objet d'un documentaire. Elle n'a pas été évoquée sur les podcasts consacrés à la criminalité. 12 corps et un silence presque total, parce que les victimes étaient des personnes dont les noms ne sont pas prononcés à voix haute. Et ceux qui ont survécu ont choisi d'oublier qu'un homme avait démantelé leur structure en 3 ans. Mars 2004. Brooklyn. Un homme connu dans certains milieux comme le comptable sort d'un restaurant italien de la 86e rue vers 11h du soir. Il n'occupait pas une position élevée dans la hiérarchie de la famille Gambino, mais il était suffisamment important pour avoir accès aux chiffres. Il sait combien rapportent les maisons closes du Queens, combien coûte le silence des dirigeants syndicaux, combien vont aux assurances des restaurateurs. Dans le monde du crime organisé, les gens comme lui ne sont pas des combattants, mais ils ont une vision d'ensemble, et c'est ce qui fait leur valeur. Il était seul ce soir-là. Le chauffeur l'attendait au coin de la rue, le protocole de sécurité exigeant qu'il ne se gare pas devant. 3 minutes de marche dans une rue vide, un trajet qu'il avait fait des centaines de fois. La caméra située au-dessus de l'entrée de la laverie l'a enregistré à 23h07. Il marcha tranquillement, vérifiant son téléphone au fur et à mesure qu'il avançait. La caméra suivante, à la pharmacie située à un demi-pâté de maison, aurait dû l'enregistrer 40 secondes plus tard. Je n'ai pas compris. Il y avait 120 mètres entre les deux points et une ruelle sombre avec un escalier de secours. Le chauffeur a commencé à s'inquiéter au bout de 15 minutes. Au bout de 30 minutes, il a appelé des personnes qu'il ne voulait pas appeler la nuit. 1 heure plus tard, des hommes en blouson de cuir et munis de torches faisaient le tour du pâté de maison. Ils ont trouvé son téléphone. L'écran était abîmé, comme si quelqu'un avait marché dessus. Il n'y avait rien d'autre. Pas de signe de lutte, pas de sang, pas de témoin. L'homme a disparu, comme s'il était passé entre les caméras et avait cessé d'exister. Il n'a pas été dénoncé à la police. Dans ces milieux, on ne fait pas appel à la police. Les problèmes sont résolus. Le problème, c'est que personne ne s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Des concurrents fédéraux, vendetta personnelle, la réponse est arrivée 3 jours plus tard. La boîte portant le logo de la boucherie a été livrée au club social de Carroll Street, un endroit où les capots de la famille avaient l'habitude de jouer aux cartes le soir. Le livreur a déclaré que le colis avait été payé par l'un des vôtres. Lorsque la boîte a été ouverte, elle contenait un sac sous vide, en plastique épais, du type de ceux utilisés pour conserver la viande dans les réfrigérateurs industriels. Dans le sac se trouvait la tête du comptable. Sur le front, en lettres nettes et nettes, était gravé le mot paid. Sur le sac lui-même, un autocollant thermique indique le poids et le prix, $0, 0 centimes. Ce n'était pas la première victime. Et tout le monde dans la salle a compris que ce ne serait pas la dernière. Mais à ce moment-là, personne ne savait qui était derrière tout cela. Personne ne savait non plus que l'expéditeur du colis avait une liste et que le comptable était le 4e sur cette liste.
Il restait 8 noms à retenir. Arthur James Vance est né en 1952 à Staten Island. Son père est mécanicien sur un chantier naval, sa mère est femme au foyer. Il est fils unique dans une famille où il n'est pas permis d'exprimer ses émotions à voix haute. Les voisins interrogés, après son arrestation, se souviennent de lui comme d'un garçon tranquille qui rentrait toujours à l'heure. Ce n'était ni un tyran, ni un excellent élève, mais un enfant qui n'attirait pas l'attention. Dans les années 70, il a terminé ses études et s'est engagé dans l'armée. Pas par patriotisme, mais par pragmatisme. L'armée lui a donné un métier, une stabilité et une chance de quitter la maison où son père buvait de plus en plus et où sa mère était de plus en plus silencieuse. Vance n'a pas été admis dans les unités de combat. Les tests ont montré qu'il était doué pour la pensée systémique et il a été affecté à la logistique. Il a passé 23 ans à faire fonctionner des systèmes complexes, itinéraires d'approvisionnement, opérations d'entreposage, coordination des approvisionnements. Il a servi sur des bases en Allemagne, en Corée du Sud et, plus tard, dans la région du Golfe Persique. Ses évaluations de performance étaient impeccables. Ses collègues le décrivaient comme un homme qui n'élevait jamais la voix, n'était jamais en retard et ne faisait jamais d'erreur de calcul. Il a pris sa retraite en 1993 avec le grade de sergent-chef. Il avait 41 ans. La vie civile a été plus difficile pour lui que ce à quoi il s'attendait. L'armée offrait une structure, des règles et une hiérarchie claire. À New York, dans les années 90, c'était différent. Chaotique, bruyant, désordonné. Les 2 premières années, il a travaillé comme consultant en logistique pour plusieurs entreprises, mais il n'a pas réussi à s'intégrer. Il n'aimait pas expliquer des choses évidentes à des gens qui ne voulaient pas écouter. En 1995, il a accepté un poste de responsable d'entrepôt dans une usine de conditionnement de viande à Brooklyn. Ce travail n'était pas à la hauteur de ses compétences, mais il lui apportait ce dont il avait besoin, le calme, l'ordre et la prévisibilité. Il était le premier arrivé, le dernier parti et connaissait tous les articles de ses étagères. Ses collègues le traitaient avec respect, mais sans chaleur. Il n'allait pas aux fêtes d'entreprise, ne parlait pas de sport, ni de sa vie privée. Un homme gris, avec des lunettes, qui disait toujours bonjour, mais ne s'arrêtait jamais pour discuter. Les psychologues qui ont étudié son cas ont par la suite relevé des traits qui, dans un autre contexte, seraient passés inaperçus. Une propreté pathologique, un besoin de contrôle, une fermeture émotionnelle proche de l'alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître et à exprimer ses propres sentiments. Cela ne le rendait pas dangereux. Des millions de personnes vivent avec des traits de caractère similaires et ne font jamais de mal à personne. Mais ces mêmes caractéristiques signifiaient quelque chose d'important. Lorsque quelque chose en lui se briserait, cela ne ressemblerait pas à une panne, cela ressemblerait à une solution. Dans l'usine de conditionnement de la viande, Vance a eu accès à des équipements qui allaient plus tard faire partie de son mode opératoire. Emballage sous vide industriel, outils de coupe, chambre froide. Il savait comment chaque machine fonctionnait, comment l'entretenir et comment l'utiliser sans laisser de traces. Pour lui, cela faisait partie du travail. Il n'avait pas l'intention d'utiliser ses connaissances à d'autres fins, jusqu'à ce qu'il ait une raison de le faire. Vance a été marié une fois, brièvement, au début des années 80. Le mariage a été rompu au bout de 3 ans, sans scandale ni accusation mutuelle. Ils se sont simplement révélés être des étrangers vivant dans le même appartement. L'ex-femme, retrouvée par les journalistes après le procès, a déclaré qu'il n'était pas un mauvais homme, mais simplement absent. C'était comme si son véritable monde intérieur
se trouvait ailleurs, là où personne n'avait accès. Mais il y avait une chose qu'il aimait vraiment, sa fille. Emily est née en 81, alors que Vance était sous les drapeaux en Allemagne. Il la voyait rarement, quelques semaines par an, parfois moins. Après le divorce, son ex-femme a pris leur fille et s'est installée dans le Connecticut. Vance ne s'est pas battu pour obtenir la garde. Il s'est rendu compte qu'il ne savait pas comment être un père au sens traditionnel du terme. Il ne savait pas comment prendre sa fille dans ses bras, comment la réconforter, comment parler de ses sentiments, mais il a payé la pension alimentaire à temps, chaque mois, sans un seul retard en 20 ans. Il lui envoyait des cartes d'anniversaire, courtes, discrètes, mais régulières. Et lorsqu'elle l'appelait, il décrochait toujours le téléphone. Pour une personne incapable d'exprimer ses émotions, c'était la seule façon de dire « tu comptes ». Quand Emily a eu 20 ans, elle a déménagé à New York. Elle voulait se rapprocher de son père, la seule personne de sa vie qui n'ait jamais menti et qui n'ait jamais disparu. Ils ont commencé à se voir une fois par semaine. Ils dînaient dans le même restaurant, à la même heure. Ils parlent de choses simples, son travail, ses livres, le temps qu'il fait. Pour un observateur extérieur, cela aurait semblé étrange. Deux personnes assises, l'une en face de l'autre et se parlant à peine. Mais pour eux, c'était suffisant. C'était tout. Et puis Emily a cessé de venir au dîner. Tout a commencé modestement. Un dîner manqué le 23 février, puis un autre en mars. Lorsque Vance appelait, elle disait qu'elle était occupée au travail, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle rappellerait plus tard. Sa voix avait changé, plus rapide, plus nerveuse, avec de nouvelles notes, une note qui n'existait pas auparavant. Père l'a tout de suite remarqué, mais il ne sait pas comment demander. En été, elle n'avait pas décroché le téléphone pendant des semaines. Vance s'est rendu plusieurs fois à son appartement dans le Queens. La porte n'était pas verrouillée, même si les lumières étaient allumées à l'intérieur. Un jour, il est tombé sur son voisin qui lui a dit qu'Emily avait conduit un groupe de personnes étranges ces derniers temps. Des hommes dans des voitures de luxe, des retours tardifs, des cris la nuit. Vance n'est pas allé voir la police. Il a commencé à regarder par lui-même. Pendant 3 semaines, il a occupé son appartement pendant son temps libre. Il répare les voitures, les plaques d'immatriculation, les visages. Il le fait comme il fait tout dans la vie, méthodiquement, sans émotion, comme une tâche logistique. Et peu à peu, une image s'est dessinée. Sa fille prenait de l'héroïne. Depuis des mois, à ce qu'il semble, elle avait été droguée par une nouvelle connaissance. Vance découvrira plus tard qu'il s'agissait d'un petit dealer travaillant pour les structures de la famille Gambino. Lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent, on lui a proposé un prêt. Dans ces milieux, on appelle cela mettre au compteur. 50 000 $ avec des intérêts qui ne peuvent être remboursés. Il s'agit d'un schéma classique. La victime est forcée de s'endetter, puis on lui propose des moyens alternatifs de remboursement. Emily fait son devoir dans un bordel clandestin du Queens. Vance l'a appris en septembre 2003. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas frappé le mur du poing. Il s'est simplement assis dans sa voiture devant l'immeuble où sa fille était vendue à des hommes étranges et a regardé par les fenêtres sombres. 3 heures, aucun mouvement. Le lendemain, il a essayé d'aller la chercher. Il est arrivé dans l'après-midi lorsque la sécurité était minimale. Emily est venue vers lui, mince,
les yeux noirs, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir, qu'il la retrouverait n'importe où, que la dette n'allait nulle part, que si elle s'enfuyait, elle ne serait pas la seule à souffrir. Vance a proposé de payer 50 000 $. C'est presque toutes ses économies, mais il est d'accord. Il appelle le numéro que sa fille lui a donné. L'homme au bout du fil rit. Il lui dit que la dette s'élevait déjà à 100 000 $, intérêts, pension alimentaire, pénalité, et que même si le vieil homme payait, il n'y aurait pas de problème. Et que même si le vieil homme payait, la fille resterait parce qu'elle était désormais la propriété de la famille. Les gens comme elle ne prennent pas leur retraite. Vance a essayé d'aller voir la police. L'inspecteur qui l'écoute est poli, mais honnête. Il lui a expliqué qu'il ne pouvait rien faire sans une déclaration de la victime. Et même avec une déclaration, l'affaire traînait pendant des mois et les personnes en question avaient de bons avocats. De très bons avocats. Le détective a conseillé de trouver à la fille un bon centre de désintoxication et d'espérer qu'elle veuille s'en sortir seule. Vance s'est rendu compte que les systèmes auxquels il avait cru toute sa vie ne fonctionnaient pas. Le 12 novembre 2003, Emily Vance meurt. La version officielle est celle d'une overdose avec complications. Le corps a été retrouvé dans l'une des chambres d'une maison close clandestine. Elle portait des traces de coups, côtes cassées, ecchymose sur le visage, rupture de la rate. Le médecin légiste a conclu à des blessures causées par une chute. L'affaire a été classée 2 semaines plus tard comme accident. Personne n'a été interrogé, personne n'a été arrêté, personne n'a été tenu pour responsable. Vance a reçu le corps de sa fille dans un cercueil fermé. On ne lui a pas conseillé de regarder. Il a regardé. Après les funérailles, il a pris congé de son travail. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Son patron lui a présenté ses condoléances et lui a accordé 3 semaines. Au cours de ces 3 semaines, Arthur Vance a changé. Il ne s'est pas effondré au sens habituel du terme. Il n'a pas bu, il n'a pas été déprimé, il n'a pas essayé de se tuer. Extérieurement, il est resté le même qu'avant, gris, calme, soigné. Mais à l'intérieur, quelque chose d'irréversible s'est produit. C'était comme si le mécanisme qu'il avait maintenu dans le droit chemin toute sa vie avait finalement échoué. Il ne s'est pas brisé avec fracas, il s'est simplement éteint sans bruit. Et quelque chose d'autre a pris sa place. Les psychologues parlent de désengagement moral, un état dans lequel une personne cesse de considérer certaines actions comme mauvaises. Les soldats en font parfois l'expérience au combat, les chirurgiens en salle d'opération, les meurtriers avant leur premier meurtre. La voix intérieure qui dit « tu ne peux pas » se tait et l'on s'aperçoit que l'on peut faire ce qui semblait impensable auparavant. Vance ne veut pas de justice. La justice était un concept abstrait qui ne signifiait rien dans un monde où sa fille avait été battue à mort et qualifiée d'accident. Ils voulaient un équilibre. Ils ont mis sa fille au compteur. Ils ont pensé que sa vie avait un prix. 50 000, 100 000, peu importe. Ils ont transformé un être humain en une marchandise avec une étiquette de prix. Maintenant, il va leur faire la même chose. En décembre 2003, Vance reprend le travail. Ses collègues ont remarqué qu'il était encore plus calme qu'avant, encore plus concentré. Le soir, il se rendait dans son bureau et écrivait quelque chose. Des listes, des tableaux, des calculs. Personne ne lui demandait ce que c'était. Personne ne voulait déranger un homme qui venait de perdre son unique enfant. Et Vance faisait une liste. 12 noms du dealer qui a rendu Emily accro à l'héroïne à l'homme qui a donné les ordres. Il lui a fallu 2 mois
pour reconstituer toute la chaîne qui lui a vendu la drogue, qui a arrangé la dette, qui l'a envoyé au bordel, qui a dirigé le bordel, qui était au-dessus d'eux et au-dessus d'eux et au-dessus d'eux jusqu'au sommet. Chaque nom avait une somme, non pas leur dette envers lui, mais le prix qu'il a assigné à leur tête, $0, parce que c'est ce que la vie de sa fille valait dans leur cadre de référence. Le 1er février 2004, Arthur Vance part à la chasse. Le premier était le concessionnaire, un jeune homme de 23 ans qui vendait de l'héroïne dans les clubs du Queens. Une petite frappe en bas de la chaîne alimentaire, mais c'est lui qui a initié Emily à la substance qui l'a détruite. Vance l'a suivi pendant 15 jours. Il a étudié ses itinéraires, ses habitudes, son emploi du temps. Il a découvert qu'il vivait seul dans un appartement loué, qu'il travaillait tard le mardi et le vendredi, qu'il rentrait à pied dans le parc parce qu'il ne faisait pas confiance au taxi. Le 3 février 2004, le concessionnaire n'est pas rentré chez lui. Sa tête a été retrouvée 4 jours plus tard, dans une poubelle derrière le club où il travaillait habituellement. Emballage sous vide, paid sur le front, une étiquette de prix avec une somme nulle. La police a traité l'affaire comme une saisie de drogue. L'affaire a été confiée au service des stupéfiants, qui l'ont mise en attente. Pour la famille Gambino aussi, ce fut un non-événement. Les dealers ne sont pas indispensables. Ils disparaissent tout le temps. Quelqu'un va en prison, quelqu'un s'enfuit avec l'argent, quelqu'un est tué par des concurrents, un de plus, un de moins. Personne n'a posé de questions. Le second était le collecteur, l'homme qui allait voir les débiteurs et leur expliquait les conditions. Qui est venu voir Emily et lui a dit qu'elle avait 2 choix, payer ou travailler. Vance l'a trouvé 3 semaines après le premier meurtre. Celui-ci était plus prudent, il conduisait une voiture, vivait dans une maison surveillée, était rarement seul, mais chaque homme a une faiblesse. Celui-ci avait une maîtresse à Staten Island qu'il allait voir le jeudi pendant que sa femme pensait qu'il était en réunion d'affaires. Le 28 février, il est venu chez sa maîtresse et ne l'a plus quittée. La tête a été livrée dans un bar où se réunissaient des gens de sa trempe. Une boîte portant le logo d'une pizzeria locale à l'intérieur d'un sac sous vide et d'une étiquette de prix. Cette fois, la famille a fait attention. 2 personnes en 1 mois, ce n'est plus une coïncidence. Mais ils n'ont pas cherché au mauvais endroit. Ils ont cherché parmi les concurrents, parmi les débiteurs lésés, parmi ceux qui pourraient avoir un droit sur leur entreprise. Il n'est venu à l'esprit de personne de chercher un directeur d'entrepôt de 52 ans à la réputation irréprochable. Vance travaillait comme on le lui avait appris à l'armée. Renseignement, planification, exécution. Chaque opération prenait au moins 1 semaine à préparer. Il étudiait la cible, trouvait les points faibles, choisissait son moment. Il ne se précipitait jamais, n'improvisait jamais. Il avait un avantage que la mafia ne réalisait pas. Il ne faisait pas partie de leur monde. Il ne le connaissait pas de vue. Il n'apparaissait pas chez eux. Il n'avait aucun lien avec eux. Pour eux, il était invisible, un fantôme qui venait de nulle part et disparaissait nulle part. La 3e victime est le proxénète qui dirigeait la maison close où travaillait Emily. La 4e est le comptable du début de l'histoire. La 5e était l'un des coordinateurs chargés de la logistique de la maison close. À chaque fois, Vance est monté dans la hiérarchie. À chaque fois, la complexité de l'opération augmentait et sa confiance en lui s'accroît également. Au milieu de l'année 2244, la famille Gambino est en proie à la panique. 6 hommes en 6 mois et aucune piste. Ils ont renforcé leur sécurité, modifié leurs itinéraires, réduit leurs apparitions publiques. Ils ont engagé des enquêteurs privés, soudoyé des informateurs de la police, interrogé toute personne susceptible de savoir quelque chose. Rien. Le problème, c'est qu'ils cherchaient un ennemi dans leur cadre de référence. Une famille rivale. Un subordonné ambitieux.
une opération d'infiltration fédérale. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'appartient pas au crime organisé, soit capable d'une telle chose. Cela dépassait leur entendement. Et Vance a continué à travailler. Sa méthode était d'une simplicité sans faille. Il a enlevé la victime au moment où elle était le plus vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'elle était seule, sans surveillance et à l'abri des témoins. Il a utilisé du chloroforme pour l'immobilisation initiale et des liens en plastique pour les attacher. Il transportait les victimes dans une camionnette banalisée, comme des centaines d'autres camionnettes circulant sur les routes de New York. Il les amenait à l'entrepôt de conditionnement de la viande, après les heures de travail, lorsque le bâtiment était vide. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas apprécié le processus. Il est important de le comprendre. Vance n'était pas un sadique. La violence ne lui procurait pas de frissons. Il ne prenait pas plaisir à la souffrance de ses victimes. Pour lui, c'était un travail. Dur, nécessaire, mais juste un travail. Comme le dépeçage d'une carcasse dans une usine de transformation de la viande. Comme une opération logistique dans l'armée. But, objectif, exécution. Le rituel d'emballage n'est pas apparu tout de suite. Il a simplement laissé la première tête en place, sans grande cérémonie. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il lui fallait un message, un moyen de leur expliquer, non pas en parole, mais en acte. Non, ce qui se passait exactement. Ils ont fait de sa fille une marchandise. Ils l'ont mise à prix. Ils ont vendu son corps comme on vend de la viande dans un magasin. Maintenant, il leur fait la même chose. L'emballage sous vide parce qu'il travaillait avec de la viande tous les jours et qu'il savait comment faire. Un prix à somme nulle parce que c'est la valeur de leur vie dans son système de comptabilité. Le mot paid parce que chaque tête était un paiement. La clôture d'un point de sa liste. Il n'a pas envoyé de message, il n'a pas passé d'appel téléphonique menaçant, il n'a pas demandé de rançon, il s'est contenté de réduire méthodiquement la liste, une à une. Toutes les 3 ou 4 semaines, une nouvelle disparition, un nouveau colis. Au début de l'année 2005, la famille Gambino avait perdu 8 personnes. Parmi elles, plusieurs coordinateurs de niveau intermédiaire et un comptable qui gérait l'argent des maisons closes. C'est une catastrophe dont ils ne peuvent admettre publiquement l'ampleur. Si d'autres familles se rendaient compte de leur vulnérabilité, ce serait une invitation à les attaquer. Ils se sont donc tus. La police était au courant de la série de meurtres. À l'époque, plusieurs affaires avaient déjà été regroupées en une seule. Mais l'enquête était au point mort. Les victimes étaient des criminels. Il n'y avait pas de témoins et les preuves étaient minimes. Les enquêteurs soupçonnaient des querelles internes à la mafia et n'ont pas vraiment cherché à approfondir la question. Lorsque des gangsters tuent des gangsters, la société ne proteste pas trop. Et Vance était presque en tête de sa liste. La 9e victime est un agent de sécurité qui était de service au bordel la nuit de la mort d'Emily. La 10e est la personne chargée de résoudre les problèmes avec les filles qui tentent de s'échapper. La 11e est la coordinatrice qui distribue les débiteurs au point. Il en restait un dernier, un capot nommé Vincent Moretti. C'est lui qui dirigeait une chaîne de maisons closes dans le Queens et à Brooklyn. C'est lui qui a signé la décision d'envoyer Emily Vance travailler pour rembourser ses dettes au lieu d'accepter l'argent de son père. C'était la routine pour lui. Une des centaines de filles, comme elle, qui étaient passées par son commerce. Il ne se souvenait même pas de son nom. Lorsque ces hommes ont commencé à disparaître, Moretti a renforcé sa sécurité. Il ne se présentait plus à ses endroits habituels, changeait d'itinéraire, dormait dans d'autres appartements. Mais il n'était pas le patron de la famille. Il n'avait pas les moyens
d'avoir des voitures blindées et une armée de gardes du corps. Il était assez important pour donner des ordres, mais pas assez pour être protégé en tant que chef de clan. Vance a passé 3 mois sur lui. Il a découvert que Moretti avait une habitude. Chaque dimanche, il dînait avec sa mère dans sa maison de Staten Island. Un soir par semaine, pas de garde, pas d'armes, pas de regard par-dessus son épaule. Le devoir de fidélité s'est avéré être son point faible. Le 1er octobre de l'année 2006, Vincent Moretti est devenu devenu la 12e et dernière victime du collectionneur. Vance aurait pu disparaître. Il avait de l'argent, pas beaucoup, mais suffisamment. Il avait des compétences qui lui auraient permis de disparaître dans n'importe quelle ville du monde. Il avait passé 3 ans à tuer des membres de l'une des organisations criminelles les plus dangereuses d'Amérique et n'avait jamais laissé la moindre trace permettant de remonter jusqu'à lui. S'il l'avait voulu, il aurait pu aller au Mexique, au Canada, en Europe, et personne ne l'aurait jamais retrouvé. Mais il ne voulait pas disparaître. Plus tard, lors des interrogatoires, les enquêteurs ont tenté de comprendre sa logique. Pourquoi s'est-il rendu ? Pourquoi ne s'est-il pas enfui ? Pourquoi est-il venu lui-même, avec la dernière sacrée tête dans son sac, comme s'il remettait un rapport d'activité. L'explication de Vance était simple, il avait accompli sa tâche, la liste est close, l'équilibre est atteint. S'enfuir, c'était admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Et il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il pensait avoir rétabli la justice que le système refusait de rétablir. Le 14 octobre 2006, 13 jours après le meurtre de Vincent Moretti, Arthur Vance enfile son plus beau costume, celui-là même avec lequel il a enterré sa fille 3 ans plus tôt. Il se rase, se coiffe, cire ses chaussures, puis il a mis le dernier paquet dans son sac de sport et s'est rendu au poste de police. Le sergent de service Michael Torres a témoigné plus tard au procès. Il a déclaré que l'homme semblait tout à fait calme. Pas de nervosité, pas d'excitation. Il s'est dirigé vers le comptoir, a posé son sac et a prononcé une phrase qui allait figurer dans le dossier « C'est le dernier ». Lorsque Torres a demandé ce qu'il voulait dire, l'homme a simplement montré le sac du doigt. Pendant les heures qui ont suivi, le site a été bouclé. Les démineurs ont vérifié l'absence d'explosifs dans le bâtiment. La police scientifique s'est penchée sur le contenu du sac. Les enquêteurs essayaient de comprendre à quoi ils avaient affaire. Et Vance s'est assis dans la salle d'interrogatoire et a attendu, patiemment, en silence, les mains croisées sur la table. Lorsque les inspecteurs sont finalement venus le voir, il a parlé, pas sous la pression, pas après avoir été persuadé, il l'a fait. Il leur a tout dit, sur sa fille, sur la liste, sur chaque meurtre. Il a donné les dates, les lieux, les méthodes. Il a expliqué sa logique, ses calculs, le choix des victimes. Il a parlé d'une voix égale, sans émotion, comme s'il lisait un rapport technique. Les inspecteurs ont écouté pendant 8 heures. Au matin, ils avaient des aveux complets pour 12 meurtres au premier degré. Et un énorme problème. Le problème, c'est que les victimes étaient toutes des membres du crime organisé. Des personnes que le FBI et la police de New York tentaient de mettre hors d'état de nuire depuis des années. Des personnes responsables de dizaines, voire de centaines de vies brisées. Vance a essentiellement fait le travail des forces de l'ordre à leur place et l'a rendu plus efficace. Cela ne l'excuse pas sur le plan juridique, mais cela a créé un paradoxe éthique que personne ne voulait aborder publiquement. La famille Gambino ne voulait pas non plus de publicité. Admettre qu'un homme, ni un tueur à gages, ni un agent fédéral, mais un vieux directeur d'entrepôt, avait détruit leur plus haut gradé aurait été humiliant. Cela aurait montré leur faiblesse à tous leurs concurrents.
Ils ont donc fait jouer leur relation pour que l'affaire reste aussi discrète que possible. Le parquet a accepté, non pas par sympathie pour la mafia, mais par pragmatisme. Un procès très médiatisé aurait entraîné des mois de témoignages, la découverte de linge sale, des questions gênantes sur les raisons pour lesquelles la police avait été incapable d'attraper un homme pendant 3 ans. Il était plus facile de clore l'affaire rapidement et discrètement. Le procès d'Arthur Vance a eu lieu en février 2007. Audience à huis clos, pas de presse, pas de caméra. Il a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Son avocat, désigné par l'État, parce que Vance refusait d'en engager un privé, a tenté de construire une défense fondée sur la folie passagère. Vance a rejeté cette stratégie. Il a déclaré au tribunal qu'il avait agi en pleine conscience et qu'il n'avait aucun regret. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 12 peines de prison à vie, une pour chaque victime. Vance a écouté la sentence debout, sans émotion apparente. Au moment où on l'emmène, il se retourne et regarde les rangées vides. Il n'avait Arthur James Vance est incarcéré dans une prison fédérale de haute sécurité en Pennsylvanie. En 2025, il est âgé de 73 ans. Il n'a jamais fait appel, n'a jamais été interrogé et a refusé toute visite. Les responsables de la prison le décrivent comme un détenu modèle, calme, discipliné et pas un fauteur de troubles. La famille Gambino n'a jamais retrouvé son influence d'antan. Les événements survenus entre 2003 et 2006 ont affaibli sa position et les clans rivaux en ont profité. Plusieurs membres survivants de l'état-major ont été condamnés par la suite dans d'autres affaires. Une maison close du Queens a été fermée en 2008 dans le cadre d'une opération fédérale contre le trafic d'êtres humains. L'affaire du collectionneur n'a jamais fait l'objet d'une grande publicité. Aucun livre n'a été écrit à son sujet. Aucun documentaire n'a été réalisé. Aucun podcast sur la criminalité n'en a parlé. Quelques courts articles dans les journaux locaux et le silence. Trop de personnes avaient intérêt à ce que cette histoire reste dans l'oubli. Mais dans les archives de la police de New York, dans des boîtes poussiéreuses de dossiers classés, il y a encore 12 autocollants thermiques avec la même inscription. 0 $, 0 centimes. Et le mot PID est gravé dans la peau de ceux qui se considéraient autrefois comme intouchables. La frontière entre victime et bourreau est parfois franchie là où l'on s'y attend le moins. Arthur Vance avait franchi cette ligne et il ne voulait pas revenir en arrière. Il n'a pas cherché d'excuses ni demandé pardon, il a simplement fermé le compte.